fin de ce mois de mars et comme chaque dernier vendredi du mois, nous avons rendez-vous pour un décryptage éco avec les équipes de SPAC, plateforme dédiée à la démocratisation et à l'accès à l'information économique et financière. Et c'est l'économiste associé de SPAC, Michel Rumi, qui est avec nous chaque mois. Bonsoir Michel. Qu'est-ce qui fait qu'une banque commerciale est solide ou fragile en 2023? C'est le sujet qu'on traite avec vous après 3 semaines d'incidents bancaires répétés, fréquents, aussi bien sur le territoire américain, dans le segment des banques moyennes, que dans le secteur bancaire européen, avec là l'exemple suisse d'une banque systémique qui était un suspect habituel, on va dire, un maillon fragile, habituel pour les investisseurs. Comment on en est arrivé là, Michel? Comment en 3 semaines, là, on a l'impression que le monde a changé, en tout cas pour le secteur bancaire? En fait, on va avoir deux scénarios différents, un aux États-Unis et un en Europe. Celui des États-Unis, en fait, c'est les secousses qui ont ébranlé les banques américaines ont une cause commune, c'est l'industrie digitale. Ce qui est très important, c'est que la faillite de Silicon Valley Bank est la plus inquiétante dans la mesure où elle était la plus grosse banque des trois, était classée au 16e rang en termes de volume d'actifs. C'est pas une petite banque. Voilà, non, mais parce qu'on a beaucoup dit c'est une petite banque de Californie, enfin, les premières heures où tout le monde découvrait SVB. Non, c'est la 16e banque américaine. Voilà, c'est une banque systémique pour un écosystème technologique et d'innovation aux États-Unis. Tout à fait, et qui est un secteur important pour l'économie américaine et qui a expliqué la rapidité de la réaction des autorités. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est pourquoi il y a eu ce problème? Parce qu'il y a le problème en amont, ce que j'appelle l'événement générateur de la crise, c'est en fait les signes de fatigue que donnait cette industrie. Pourquoi? Parce que en fait, il y avait des atermoiements en fait d'Elon Musk, la stratégie d'Elon Musk qui est un des gourous de cet écosystème qui n'était pas clair. Il y avait des levées de fonds qui étaient plus difficiles. Il y avait des licenciements mal expliqués. Il y avait le marché des cryptos qui était en crise de confiance. Et puis il y a surtout la remontée des taux des politiques américaines. Et donc, le résultat de ce climat, c'est que d'un seul coup, les entreprises de la tech qui voulaient emprunter ont eu des taux plus élevés. Et donc, c'est logique, on va se retourner pour retirer notre argent qui est sur les banques, à notre banque. Et là, ce qui s'est passé, c'est que la SVB n'a pas pu faire face rapidement à cette demande de liquidité. Et bien qu'elle ait, on va dire, des actifs de qualité, en fait, elle a pas pu faire face. Et donc, c'est surtout le fait, c'est qu'elle a eu un problème de couverture de risque de taux, de hausse de taux. Donc, c'est ce qui est important. Et parce que la tech est un secteur important de l'économie américaine, eh bien, les autorités ont vite réagi. Et c'est ça qui est très important là-dessus. Et c'est ça qui pose ce type, c'est que la crise de SVB, c'est pas une nouvelle crise bancaire au sens large, c'est sectoriel, dans un secteur qui est important pour l'économie. C'est un maillon spécifique qui est attaqué pour des raisons particulières, mais c'est pas une crise de l'ensemble du fonctionnement du système bancaire. Ouais. Je redonne juste l'intensité du bank run de SVB. Ça a été détaillé, je le rappelle, par Michael Barr, vice-président de la Fed en charge de la supervision bancaire cette semaine. Le 9 mars, jeudi 9 mars, c'est 42 milliards de retraits effectifs de dépôts chez SVB. Le lendemain, la demande était pour 100 milliards de retraits de dépôt, et c'est là où ça craque, et c'est là où vient la mise sous tutelle. Même la liquidation du portefeuille obligataire ne suffit pas à couvrir ça. Washington Mutual, dernière faillite bancaire aux États-Unis en 2009, c'était une fuite de dépôt qu'on a mesurée autour de 18 milliards, je crois, sur plusieurs mois. Sur peut-être 2 ou 3 mois. Et c'est ça qui est très important de saisir, c'est que, à la différence des autres crises, c'est que cette crise s'est diffusée via les réseaux sociaux. Et c'est ce qui est très important de saisir, c'est que, en fait, c'est la viralité des réseaux sociaux qui ont accéléré la retraite de fonds. Et puis surtout, le coup de grâce a été donné par Peter Thiel, qui est, on va dire, un investisseur clé de la Silicon Valley avec PayPal, qui a dit ce serait bien de retirer vos fonds. Ouais. Et là, d'un seul coup, ça a été. Oui, les boucles WhatsApp, etc. Voilà. Tout ça a effectivement accéléré et amplifié, intensifié ce phénomène. On appartient à une génération, Michel, qui a comme référentiel, en tout cas récent, en matière de crise bancaire, la grande crise financière de 2008. Donc, on comprend que les causes qui ont fait craquer ces maillons sont très différentes. Néanmoins, est-ce que partant de causes différentes, on peut imaginer des effets identiques à ceux de 2008 ? Non, en fait, par rapport
rapport à 2008, c'est en fait la crise des subprimes. Et ces subprimes, on va dire, ont été vendus via la tétrisation à des banques qui étaient avides, on va dire, d'argent, Oui. que greed is good, n'oublions pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elles vendaient ces crédits à des clients avec de bons rendements. Et tout le monde a mis le pot dans le miel, notamment les banques occidentales et asiatiques, et elles se sont fait attraper. Et donc, d'un seul coup, ça a été la diffusion. Là, concrètement, c'est une crise sectorielle avec un schéma particulier, parce que c'est un terreau, on va dire, favorable, dans la mesure où on avait eu des politiques monétaires accommodantes, on savait la hausse des marchés, on avait une remontée des taux, donc on savait en fait quelque chose qui allait arriver. Ouais. C'est le maillon le plus faible qui a été touché, c'est la SVB, mais c'est pas le seul, on risque d'avoir encore des surprises. Et toutes ces conditions a demandé une correction. Et en fait, la réponse a été donnée par la SVB là-dessus. Et c'est ça qui est important, c'est que concrètement, il y avait des choses qui se tramaient, c'est comme l'orage avant la pluie, il y a les éclairs, ça tonne, et puis à un moment donné, ça tombe. Et là, c'est l'effet. Mais heureusement, la réponse a été rapide et ça a été limité. On se doutait. On avait fini par imaginer que peut-être la remontée foudroyante des taux de la Fed serait indolore. On parlait d'immaculée désinflation, de désinflation indolore, etc. Parce que ça faisait un an que, effectivement, mis à part dans les marchés très liquides, où là le repricing a été très violent en 2022, on ne voyait pas apparaître de problèmes particuliers dans l'économie réelle et ni dans le système financier. Comment on n'a pas vu ce qui arrivait ou ce qui allait arriver d'une certaine manière? En fait, il y a eu la réponse. On s'attendait à un accident. Ouais. Simplement, on ne sait pas quand. C'est comme je peux vous dire, je peux pas être gros. Je peux dire, il y aura un accident sur les marchés, mais il y aura une récession un jour. Voilà. Oui. Voilà. La Fed baissera ses taux un jour. Voilà, exactement. Exactement. Et je serai gourou. Bien sûr. Donc l'idée est que il y a eu ces aspects-là, c'est qu'on ne sait pas. Donc la grande difficulté, c'est cette faillite limitée, c'est le retour de bâton des politiques monétaires accommodantes, et c'est le maillon le plus faible qui a explosé. Puis en même temps, ce qui s'est passé, c'est que pourquoi ? En fait, l'idée, c'est pourquoi ça a explosé. En fait, ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est qu'il y a eu la loi Dodd-Frank en réponse à la crise des subprimes. Et en fait, c'est ce que les Américains ont considéré, les États-Unis ont considéré qu'ils étaient uniquement couverts, et notamment ils l'ont appliqué. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Les États-Unis font du stock picking entre guillemets avec la réglementation, et ils n'ont appliqué cette réglementation que dans les plus grosses. Et on a oublié les banques régionales. Et comme toute chose, ça a amené. Donc en fait, c'est un problème de prévention au niveau des États-Unis, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a eu cet aspect-là. Mais c'est bien la manière dont les Américains ont affranchi une partie du secteur bancaire de cette supervision, plus qu'un problème de la réglementation elle-même et de Bâle III, telle qu'elle est appliquée en Europe, telle que les États-Unis le retranscrit pour leur Tout système bancaire. En fait, le système européen applique scrupuleusement, on va dire, les réglementations de Bâle III. Bâle III dit, en gros, en termes de liquidité, il faut que vous ayez assez de liquidité pour faire face, on va dire, au retrait possible. Bon, il y a d'autres liquidités, mais d'autres ratios, mais il y a celui-ci qui dit les banques doivent être liquides pour faire face. Et en fait, les États-Unis ont pris ce qu'ils souhaitaient, et souvent, et c'est notamment avec M. Trump, les États-Unis ont contesté un peu la méthode européenne, nous disaient vos modèles internes empêchent en fait la liberté d'entreprise de s'exercer. Regardez, vos banques sont pas rentables. Voilà. Non, mais c'était exactement ça. Exactement. Ça. Donc en fait, c'est sûrement le Bâle III, il y a encore encore des améliorations. Mais pour l'instant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il faut déjà l'appliquer avant de pouvoir résoudre en fait ce problème-là. Moi, un truc qui m'a marqué, mais c'est plus autour du cas Crédit Suisse, où justement, là, l'Europe est quand même plus avancée que les États-Unis en matière d'application de la réglementation. Les grandes banques majeures américaines, les 4-5 grandes banques qu'on a tous en tête, elles appliquent très strictement la réglementation parce que ce sont des standards internationaux qu'il faut respecter. Mais en Europe, on va dire que l'application est beaucoup plus globale, beaucoup plus générale, au point même qu'une banque fragile, identifiée comme fragile, se sachant fragile comme Crédit Suisse, avait des ratios de liquidité, des ratios de solvabilité supérieurs aux exigences réglementaires et même supérieurs à la moyenne des autres banques européennes. Et pourtant,
Oui. Et pourtant, ça ne protège pas. Et pourtant, on se retrouve toujours, in fine, entre quatre murs, un dimanche soir, à résoudre le deal de manière assez politique, il faut le dire. Alors qu'on a prévu des mécanismes de résolution qui doivent permettre justement d'évacuer le côté émotionnel, psychologique, politique, etc. pour rester cadré dans quelque chose une feuille de route, un playbook. Tout à fait. Et tout va en éclat. Oui. Au dernier moment. Mais en fait, le Crédit Suisse, c'est un problème depuis une quinzaine d'années. En fait, c'est devenu plus prégnant il y a 3 ans, et puis maintenant, c'est devenu très fort depuis 6 mois. Et c'est ça qui est très important, c'est que, et ce qu'il faut bien voir, c'est la réponse apportée par les autorités suisses, et même les autorités européennes, puisqu'on a dit, on ne remet pas en compte la législation en cours, mais on va demander à une banque nationale suisse, on va dire l'UBS, de reprendre Crédit Suisse, pour montrer qu'en fait, c'est la règle du jeu, et en même temps, ça va jouer sur le marché, pour rassurer les secteurs bancaires. Bien sûr, après, ça va jouer sur au niveau on va dire, de la place du système bancaire suisse, mais malgré tout, la législation tient la route, entre guillemets. Cette crise de confiance vis-à-vis du secteur bancaire, elle s'est traduite, alors que ce soit aux États-Unis ou en Europe chez Crédit Suisse, par une fuite des dépôts, une crise du passif. On l'a vu avec le bank run de SVB. Est-ce qu'il faut trouver une manière de rassurer définitivement les déposants du monde entier sur la sécurité de leurs dépôts au sein des grands établissements bancaires? On a cru à un moment que Janet Yellen au Trésor américain allait mettre sur la table la possibilité d'une garantie totale des 17 000 milliards de dépôts bancaires aux États-Unis. En fait, c'est là la difficulté. C'est que pendant un certain temps, on a dit... avec la crise des subprimes, on a été échaudé, donc on va prendre tout ce qu'il fallait, donc on s'est un peu endormi. Et puis en fait, ça nous a rappelé. Et puis en fait, on s'aperçoit qu'un petit fait d'actualité, le prix Nobel 2022 en économie a été attribué à Diamond et Davis, qu'est-ce qu'ils font ? Leurs travaux travaillent sur on va dire, concluer sur le fait que les banques ont majoritairement un risque d'illiquidité. Et donc, quelle était la conclusion de leurs travaux? Ils disaient, ben voilà, soit on fait intervenir la Banque centrale, soit on va travailler sur la garantie de dépôt. Mais là, on va envisager peut-être une garantie illimitée. C'est 100 000 en Europe, 250 000 aux États-Unis. Voilà. Oui, mais là, c'est l'ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, d'une certaine manière. Il n'y aura pas de faillite, entre guillemets, et il n'y a pas de risque de confiance. Alors, est-ce que c'est la bonne solution? Ça, c'est encore plus compliqué. Pourquoi? Parce que, certes, à court terme, ça rassure les déposants. Je suis tranquille, j'ai mon argent, et donc il n'y a pas de panique. Simplement, si on l'installe, le grand problème, c'est que les banques se disent, comme j'ai la garantie de dépôt, je fais ce que je peux. Donc je fais ce que je veux d'une certaine manière, je ne prends pas de risque. Pourquoi je resterai discipliné? Voilà. Pourquoi je ferai bien mon travail? Puisque même si je ne le fais pas très bien, de toute façon, les dépôts sont garantis. Et c'est ça qui est important. Et là, du coup, c'est ça qui pose le problème. En même temps, c'est ce qu'on appelle en économie le phénomène d'aléa moral. C'est l'État ne sait toujours pas ce que vont faire les banques. Et donc, ce système de garantie limitée n'est pas viable à long terme. Et ça risque à poser des problèmes. Et donc, comme vous l'avez rappelé, en fait, le Bank Term Funding Program des États-Unis, c'est en quelque sorte une garantie limitée, mais on va dire pendant 1 an. Ouais. Mais ce qui va se passer, c'est cette garantie limitée nécessite de grands fonds et ça peut se poser des problèmes. Oui, puis c'est quand même une liquidité qui a un coût, quoi. Ah oui. Voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est pas juste la signature américaine qui permet de tout garantir. Il y a un coût pour cette liquidité d'urgence demandée par les banques. Bien sûr, il ne faut pas oublier qu'une banque centrale doit aussi, je dirais, gagner de l'argent. Merci beaucoup Michel, merci pour ce décryptage particulièrement nécessaire encore une fois ce mois-ci à la suite des 3 semaines de stress, de crise bancaire, je ne sais pas comment le qualifier encore aujourd'hui, même si l'apaisement est revenu sur les marchés, évidemment ce qui s'est passé au mois de mars est loin d'être anodin et peut-être que d'autres répercussions d'ailleurs sont encore devant nous de ce point de vue-là. Michel Rumi, économiste associé de SPAC, avec nous une fois par mois le vendredi pour ce décryptage éco dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Voilà pour cette édition ce soir, très bon week-end. Nous nous retrouvons lundi à 12h30 en direct sur Bismart.